Un petit pays bloque toute l'Europe. Est-ce la fin du vieux continent tel qu'on le connaît? Imaginez la scène. D'un côté, à Bruxelles, Ursula von der Leyen enterre publiquement l'ordre mondial qu'elle prétendait défendre. De l'autre, à Budapest, Viktor Orban réunit autour de lui les figures les plus redoutées par l'establishment européen. Le Pen, Salvini, Weidel, Wilders, une délégation venue de 51 pays, et même Donald Trump en soutien vidéo, promettant de venir en personne. Ce n'est pas une conférence, c'est un putsch politique. L'acte de naissance d'une nouvelle Europe, sans Ursula, sans ce système qui, soudain, paraît vaciller. Pendant qu'Orban et ses alliés posent les bases d'un renversement historique, Ursula, elle, fait chavirer ses propres soutiens. Sur scène à Bruxelles, devant les ambassadeurs de l'Union, elle déclare que l'Europe ne peut plus être la gardienne de l'ancien ordre mondial. Ces mots choquent même ses alliés. En une phrase, elle sape l'argument central de sa politique extérieure. La défense du droit international, la justification des sanctions, de l'aide à l'Ukraine, des milliards prélevés dans nos poches. Ses partenaires s'indignent, ses adversaires jubilent. Et ce n'est que le début. En quelques mois, Ursula von der Leyen a survécu à 4 motions de censure, du jamais vu dans l'histoire de l'UE. Même ses propres alliés commencent à l'abandonner au Parlement, dénonçant la gestion opaque des milliards, la mainmise sur le gaz, le pétrole, et des décisions qui étranglent le pouvoir d'achat. Elle centralise le pouvoir, construit sa propre agence de renseignement européenne, pendant que Budapest appelle à la souveraineté et à la démocratie directe. Alors, et si le vrai pouvoir, aujourd'hui, n'était plus à Bruxelles, mais à Budapest? Derrière ce bras de fer, ce sont des centaines de milliards, notre liberté de choix, l'avenir de la démocratie européenne qui bascule. Comment en est-on arrivé là? Plongeons dans le cœur du conflit. Le Parlement européen n'a jamais été aussi divisé. L'autorité d'Ursula von der Leyen s'effrite, et la crise de légitimité à Bruxelles atteint un niveau inédit. On la croyait inamovible, pilier de la stabilité européenne, mais aujourd'hui, même sa propre famille politique, le Parti populaire européen, la lâche. Les critiques fusent de toutes parts, députés, alliés, anciens amis, tous dénoncent ses méthodes, ses décisions, son absence totale de transparence. 4 votes de défiance contre elle en 6 mois, du jamais vu. Même ceux qui l'ont portée au sommet l'accusent désormais de sacrifier l'Europe sur l'autel d'une gouvernance autoritaire et inefficace. Son grand plan de compensation, censé aider l'Ukraine, jusqu'à 100 milliards d'euros sortant de l'Union. Des sommes astronomiques qui pourraient financer des écoles, des hôpitaux, des emplois chez nous, et qui disparaissent dans ce que ses propres soutiens appellent un trou noir. Ce n'est plus l'opposition qui s'indigne. Ce sont ses alliés qui fuient un navire en perdition. Comment en est-on arrivé là? Derrière les discours sur la défense du droit international, Ursula von der Leyen a piétiné les principes mêmes qu'elle brandit. Accord secret avec Pfizer, des milliards dépensés sans contrôle pour des vaccins en pleine pandémie, achat forcé de gaz, de pétrole, même de meubles ukrainiens, tout imposé en dehors de tout débat démocratique. Lorsqu'on a demandé à voir ses échanges personnels avec les laboratoires, elle a effacé les messages. Preuves disparues, enquête enterrée, et toujours aucune sanction. Les surnoms humiliants fusent. Reichsführerin, lancent certains députés en séance. On dénonce sa volonté de bâtir sa propre agence de renseignement européenne, une sorte de police politique placée sous son contrôle direct. Prétexte? La Russie, Trump, la désinformation. En réalité, une tentative de centraliser le pouvoir, de museler l'opinion. Même ses diplomates s'inquiètent. Jusqu'où ira cette concentration de contrôle sur l'information, l'intelligence artificielle, l'identité numérique? Bruxelles veut savoir qui écrit chaque commentaire, chaque critique, l'envers du rêve européen. Ce qui se joue ici, ce n'est pas un simple désaccord politique. C'est un divorce consommé entre le peuple européen et des élites qui décident tout, derrière des portes closes. Ursula von der Leyen n'a été élue par aucun citoyen. Son pouvoir, elle le doit à des arrangements secrets, tandis que la confiance dans les institutions s'effondre. Mais la crise ne se limite pas au débat, elle touche à l'intégrité même du système.
Espionnage, censure, deals secrets. Qui gouverne vraiment l'Europe? Derrière les grandes déclarations sur les valeurs européennes, la machine de Bruxelles tourne à huis clos, loin des regards et du contrôle des citoyens. Prenons Ursula von der Leyen. Elle n'a jamais été élue par le peuple. Mais c'est elle qui décide, négocie, ordonne. Ce pouvoir, elle l'exerce dans l'opacité. On lui reproche d'avoir passé des accords secrets avec Pfizer, d'avoir supprimé des preuves compromettantes sur les contrats de vaccins. Résultat? Des centaines de millions de doses gaspillées, des milliards d'euros jetés à la poubelle, et aucune sanction. Quand des journalistes réclament des comptes, silence radio ou menaces à peine voilées. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Sous prétexte de lutter contre Trump, Poutine, fake news, Bruxelles construit un service de renseignement européen directement sous la coupe de la Commission. Un réseau d'espionnage géré par des bureaucrates, sans aucune supervision démocratique. Von der Leyen pousse aussi pour des lois imposant la censure, le contrôle de l'IA, l'enregistrement obligatoire de tous les internautes européens. Officiellement, c'est pour protéger la démocratie. Mais qui contrôle vraiment cet arsenal? Qui décide ce qui peut être dit ou non? Pendant ce temps, des documents confidentiels révèlent des manipulations électorales et des stratégies pour contourner les oppositions nationales. Ce mouvement de centralisation du pouvoir s'accompagne d'une perte de contrôle totale par les citoyens. Les grandes décisions se prennent dans des réunions à huis clos, derrière des portes fermées. Quand la Hongrie ose dire non, quand Viktor Orban utilise son veto, Bruxelles tente de contourner le problème par des accords parallèles, en dehors du cadre institutionnel. 25 pays ignorent leurs propres règles, signent des deals discrets, tout cela pour sauver la façade d'une union qui ne respecte même plus ses lois. À quoi sert encore la Commission européenne? À quoi servent des armées de fonctionnaires, si on peut passer outre à la moindre difficulté? Les libertés publiques sont menacées. La concentration des pouvoirs atteint un niveau jamais vu depuis la création de l'Union. Le contrat démocratique, déjà fragile, se fissure. Les citoyens assistent, impuissants, à la confiscation de leur souveraineté et à la montée d'un pouvoir qui ne leur doit aucun compte. Mais pendant que Bruxelles s'enferme, le camp souverainiste s'organise, riposte et frappe fort. Un homme, une nation, un veto. Orban renverse la table. À Bruxelles, tout le monde le sait. Viktor Orban, seul contre tous, utilise son droit de veto pour bloquer encore et encore des paquets de sanctions, pour paralyser l'Union européenne alors même que la guerre fait rage aux portes de l'Europe. Résultat, 90 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine sont gelés, la candidature ukrainienne à l'UE est stoppée net. Une petite nation, la Hongrie, fait trembler la gigantesque machine institutionnelle de Bruxelles. Mais ce n'est pas seulement Orban. Une coalition se construit. Au printemps, à Budapest, la conférence CPAC rassemble la droite dure de tout le continent. Le Pen, Salvini, Alice Weidel, bannis de presque toutes les coalitions en Allemagne, et même Donald Trump, en vidéo, tous unis derrière un discours qui dénonce l'autoritarisme et l'inefficacité de la Commission européenne. Sur scène, on célèbre Orban comme le champion d'un autre modèle européen, fondé sur la souveraineté nationale et le refus de l'obéissance à Bruxelles. Tout est parfaitement synchronisé avec le calendrier politique hongrois. Les blocages d'Orban arrivent au moment précis où il doit montrer sa force à son électorat. Mais ce n'est pas tout. Washington et Budapest, autrefois adversaires, se découvrent désormais des intérêts communs. Les institutions européennes sont obligées de contourner leurs propres règles, d'inventer des mécanismes d'aide bilatérale parfois à la limite de la légalité, juste pour faire avancer leur dossier. Et tout cela, dans le dos de l'opinion publique européenne, qui n'a quasiment aucun mot à dire. Alors, à quoi sert encore la Commission européenne? Qui décide vraiment du sort de l'Europe? Quand une poignée de dirigeants peuvent désavouer la volonté collective, le système institutionnel européen risque la paralysie totale. C'est la porte ouverte à l'instabilité, à la perte de contrôle, à la défiance généralisée. Si le bras de fer continue, c'est la survie même du projet européen qui pourrait vaciller. Mais derrière la bataille politique, il y a la vie réelle, le quotidien des Européens, le prix de l'électricité, le pouvoir d'achat, l'avenir de toute une génération.
La facture de la crise européenne, c'est vous qui la payez. Pas dans un futur lointain. Aujourd'hui, à chaque fois que vous recevez votre facture d'électricité, à chaque fois que vous faites vos courses, que vous voyez un commerce fermé dans votre quartier, que vous lisez une annonce de licenciement dans les journaux. Regardons les chiffres. En Allemagne, les familles payent désormais 38,5 centimes d'euros par kilowattheure, un record. À titre de comparaison, en Hongrie, c'est 10,5 centimes. Oui, 3 fois et demi moins cher. Cette différence n'est pas une curiosité statistique, c'est le révélateur d'un choix politique. C'est aussi un verdict sur l'efficacité des politiques de Bruxelles. Pourquoi ? Parce que la rupture brutale avec la Russie a fait exploser les prix de l'énergie. Le gaz a bondi de 60% en 3 semaines, et l'Europe, autrefois sûre de ses approvisionnements, dépend désormais du Qatar ou de la stabilité très relative du détroit d'Ormuz. Résultat, l'industrie allemande, jadis moteur de l'Europe, est en crise. Les géants de la chimie ferment des usines, l'automobile licencie à tour de bras, les PME font faillite. Les investissements fuient vers les États-Unis, là où l'énergie est moins chère. Le chômage monte, la pauvreté s'étend. Ce ne sont pas des slogans, c'est le quotidien de millions d'Européens. Et qui porte la responsabilité de cette débâcle ? Beaucoup pointent du doigt Ursula von der Leyen et sa commission. Sa Green Deal a asséché la compétitivité. Ses sanctions ont détruit l'accès à une énergie abordable. Sa gestion de crise a vidé les budgets publics. Pendant que des milliards partent soutenir la guerre en Ukraine, les familles européennes s'enfoncent sous les factures et la précarité. Face à ce tableau, Viktor Orban propose une autre voie. Loin des discours, il a sécurisé de longs contrats énergétiques pour la Hongrie. Les usines tournent, les familles hongroises chauffent leur foyer sans se ruiner, l'économie progresse. Orban se présente en garant du pouvoir d'achat, de la stabilité, là où Bruxelles semble avoir choisi l'idéologie et la dépendance. Au fond, cette fracture n'est pas abstraite. Elle touche le porte-monnaie, la sécurité de l'emploi, la vie quotidienne. Ce sont bien des centaines de milliards d'euros, la souveraineté sur nos choix économiques, le niveau de vie même qui se joue dans ce face-à-face. Jusqu'où ira la casse sociale ? Combien d'emplois sacrifiés, de familles précarisées, de rêves européens brisés avant que l'opinion ne soit écoutée ? L'heure des choix approche. Qui sauvera l'Europe et à quel prix ? L'avenir de l'Europe ne se décide plus à Bruxelles, mais à Budapest. C'est là-bas, dans la capitale hongroise, que le bras de fer qui secoue toute l'Union européenne prend toute sa dimension. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas un simple débat sur les valeurs européennes, ni même une querelle politicienne entre des camps opposés. Non, c'est un affrontement existentiel pour la survie, ou la transformation radicale, du système européen. D'un côté, Ursula von der Leyen, figure d'une gouvernance centralisatrice, non élue par les citoyens, tenant à tout prix à ses prérogatives. Accusée de manipulation, d'autoritarisme, de deals obscurs et de politiques qui échouent à répondre aux attentes réelles des Européens. D'un autre côté, Viktor Orban et la coalition souverainiste qui se cristallise autour de lui. Un chef d'État qui refuse d'obéir aux injonctions de Bruxelles lorsque celles-ci vont à l'encontre de l'intérêt de son peuple. Un homme qui, calmement, méthodiquement, bloque l'immense machine institutionnelle de l'UE simplement en refusant de céder. Ce contraste n'a jamais été aussi éclatant. Tandis qu'Ursula von der Leyen est accusée de falsifier, de manipuler, d'étouffer toute opposition et même de construire sa propre police politique, Orban, lui, protège la souveraineté de son pays, assure de l'énergie à bas coût, défend le pouvoir d'achat et bloque des décisions qu'il juge suicidaires pour l'économie et la stabilité de l'Europe. Autour de lui, Le Pen, Salvini, Wilders et bien d'autres voix conservatrices et souverainistes qui, chacun dans leur pays, contestent la légitimité d'un système bruxellois coupé de la réalité des peuples. Mais derrière la confrontation entre deux figures, c'est toute la structure de l'Europe qui vacille. La crise de confiance est telle que même les alliés ou adversaires traditionnels d'Ursula von der Leyen ne sont plus prêts à la suivre aveuglément. Même ceux qui bénéficient du système refusent d'aller jusqu'à l'absurdité de se priver d'énergie, de fermer les usines, de sacrifier leur agriculture ou leur industrie pour satisfaire des directives jugées déconnectées et technocratiques. La réalité est brutale.
Sans énergie bon marché, tout s'arrête. Les tracteurs restent dans les champs, les camions ne livrent plus, les usines ferment, les rayons se vident. L'économie, le quotidien, la vie même des citoyens en dépendent. Et pourtant, l'opinion publique est tenue à l'écart. Les grandes décisions, les tractations secrètes, les manipulations électorales, tout cela se joue loin des regards. Des centaines de milliards d'euros, la souveraineté nationale, la liberté d'expression, la sécurité énergétique, jusqu'à la définition même de ce que signifie être citoyen européen, tout est en jeu dans ce bras de fer. Ignorer ce jeu de pouvoir, c'est risquer de tout perdre. Notre énergie, notre démocratie, notre capacité à décider, et peut-être même notre avenir commun. Orbán avance sans bruit, résistant à toutes les pressions, pendant qu'à Bruxelles, les murs commencent à se fissurer. La mécanique bien huilée de l'Union semble s'enrayer, la confiance s'effondre, le domino de la contestation est lancé. Désormais, la question n'est plus de savoir si le système va changer, mais comment, et surtout, au profit de qui. À ce moment charnière, chacun de nous est concerné. Ce n'est plus un débat réservé aux experts, ni même aux seuls politiques. Il s'agit de nos factures, de notre pouvoir d'achat, de la liberté d'expression, de la sécurité de notre travail et de nos familles. L'Europe, telle qu'on la connaît, arrive à la croisée des chemins. Rester silencieux, détourner les yeux, c'est laisser d'autres décider à notre place. Mais s'informer, débattre, surveiller, c'est déjà reprendre part au destin européen. Parce que l'histoire ne s'écrit pas seulement dans les institutions ou sur les plateaux télévisés. Elle s'écrit aussi dans nos choix, dans notre vigilance, dans notre capacité à refuser la fatalité. Aujourd'hui, l'enjeu n'est pas seulement de choisir entre Bruxelles ou Budapest, entre centralisation ou souveraineté. L'enjeu, c'est de ne plus laisser personne décider sans nous. Alors, restons attentifs. Ce qui se joue à Budapest, ce qui s'effondre à Bruxelles, décidera de notre quotidien pour les années à venir. Suivez de près ce qui arrive. Car, au final, c'est peut-être vous, c'est peut-être nous tous, qui aurons la dernière parole sur l'avenir de l'Europe.